on a fait un peu le tri. Et voilà qui va me remplacer, mais le Snowpiercer continue sa route. Voilà, ce qui a remplacé, c'est comme on disait, tout change pour que rien ne change. Voilà. Oui, ça c'est le modèle de la récupération en quelque sorte de l'élan révolutionnaire ou de l'élan de changement par la classe au pouvoir qui garde le pouvoir. Mais même quand elle est complètement renversée, comme c'était le cas en Russie en 1917, on voit, enfin l'histoire montre que ce qui a succédé, c'est quand même pas tout à fait ce que les premiers révolutionnaires avaient comme projet. Hein. Dans les premières années de la révolution russe, il y avait beaucoup de choses qui ont été balayées par la bureaucratie stalinienne dans les années qui ont suivi. Je vais peut-être revenir sur l'opposition entre un film que vous avez cité, qui est Total Recall, et un film qu'on a cité dans ce débat, qui est Avatar. Ce sont des films qui, sur le papier, enfin, racontent des histoires finalement pas si différentes. On parle de rapport à la virtualité, on parle de l'histoire d'une colonie, hein, Mars dans un côté et je ne sais plus quelle planète débile de l'autre. Et puis Pandora, c'est ça, et puis il y en a une où tout est rouge et l'autre et tout est bleu, quoi, pour faire. J'ai des grands schtroumpfs. C'est ça. Mais l'histoire, elle est quand même très très différente, parce que dans Total Recall, on a quand même bien l'histoire de la destruction de l'entièreté d'un système, et qui passe quand même par quelque chose d'assez dur, de plutôt fort du café. C'était Verhoeven avant, enfin, le Verhoeven qui porte encore les traces du tout premier Verhoeven. Là, je trouve qu'il y a quelque chose, quand on parle de film politique, ce qui est très fort dans ce film, c'est que c'est un film qui, là, pour le coup, prend tous les codes du film hollywoodien, jusqu'à foutre Sharon Stone et Schwarzenegger dans le même film, quoi. Quand même très fort. Et qui raconte, pour le coup, l'histoire d'une révolte qui n'est pas seulement une révolte, mais une sorte de révolution, et finalement d'un système qui implose. Avec littéralement la tête de Michael Ironside qui implose à la fin du film. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'Avatar? Il n'y a rien qui implose à la fin d'Avatar. Le système capitaliste ne disparaît pas, il retourne juste dans sa planète d'origine, et le conflit est réglé, mais il n'est pas réglé de manière politique, c'est en sortant de la politique. C'est tout simplement parce qu'un gentil humain a réalisé qu'il devait se transformer en gentil schtroumpf de 3 mètres, et en guise de débat politique, de se mettre autour d'un arbre et de faire comme un moine bouddhiste avec d'autres peinturlurés schtroumpfs qui se tiennent la queue. Pour faire court, ben c'est ça, hein, c'est ça l'histoire. Donc, t'es dans la relation un peu mystico-messianico-érotique, bon, et ça, c'est censé ce qui est censé constituer une révolution politique. En fait, le film Avatar te dit, le capitalisme c'est mal, c'est vrai, la pollution c'est vraiment mal, et donc ce qu'il faut c'est que les pollueurs retournent d'où ils viennent, et que la planète soit enfin dépolluée, enfin purifiée, par une communauté politique enfin unifiée, de gens qui se ressemblent tous, de gens qui n'ont pas besoin de parler pour être bien ensemble. Pour ce qui me concerne, je suis d'accord avec la dénonciation, mais je crois que le programme politique positif ne doit pas avoir grand-chose de différent avec le programme de Marine Le Pen, quoi. Donc, vous êtes un peu bouddhiste. Un peu bouddhiste, ouais. Un peu bouddhiste. Voilà. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, il y a encore intervenu, je vous écoute. Je voudrais quand même terminer la comparaison en disant que Total Recall se termine quand même par la terraformation de Mars, donc par un changement radical qui est pour le mieux et qui permet de rendre vivable un monde invivable. Donc c'est véritablement le programme révolutionnaire dans tout ça. Et en quelques heures. Hein. Donc quand même, deux autres petites remarques. C'est qu'il y a une terriblement forte tension, et ça c'est l'analyse de Gérard Klein qui a fait au tout début des années 70, entre un cinéma fantastique qui est profondément réactionnaire, qui est le règne d'humain, mais que quand quelque chose vient perturber ce règne d'humain, le but de l'ensemble de la narration, c'est l'annihiler complètement pour pouvoir revenir à la situation de départ. Alors que la science-fiction pose l'altérité comme point de départ. Et ce qui était très amusant quand j'ai découvert ce festival au début des années 80, c'était le clash entre ces deux éléments qui en fait interagissent de façon très complexe alors qu'ils sont formellement complètement opposés. Et je voudrais dernier tout petit point, vous n'avez pas cité la série Mr. Robot, qui pose la question de la révolution, de comment la faire, de comment la compléter, qui pour moi est une série mais intensément politique et sur laquelle je m'interroge encore. Tu la connais cette série? Pas très bien, mais moi je m'étais effectivement surtout penché sur les séries très actuelles, les plus récentes, donc voilà. Mais, oui. C'est de l'année passée. Pardon? C'est l'année passée, bah, oui, bah, c'est bien ce que je dis, je la connais pas très bien. Désolé. Quelqu'un d'autre l'a vu? Non.
Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore vu. Ah, c'est pas bon. John? Oui, pour rebondir sur votre rebondissement, histoire de faire du trampoline, il y a parfois quand même des échanges. Par exemple, si tu prends la saga Star Wars, c'est pas un film de science-fiction, c'est un film de fantasy en fait. Donc c'est un faux film de science-fiction. À l'inverse, une trilogie comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est souvent présentée à raison comme un film qui repose sur un argument plutôt conservateur, pas réactionnaire, mais plutôt conservateur, ne correspond pas tout à fait en fait à cette idée que le fantastique ou la fantasy c'est le même qui se retourne sur lui-même, parce qu'au fond le Seigneur des Anneaux raconte une histoire terriblement triste, c'est l'irruption de l'histoire dans le mythe, c'est la fin du temps où les années se succédaient comme si elles pouvaient se succéder par dizaines de milliers d'années, et c'est ce qui fait une part du cachet et une part de la beauté du film, c'est qu'en fait ce n'est pas seulement l'histoire d'un triomphe, c'est aussi l'histoire d'un adieu. Et donc voilà, et donc forcément il y a bien entendu des récits qui disent quand même un peu autre chose que... Oui, c'est la fin de l'ère de la magie, je dirais. Ouais, c'est ça. La fin de l'ère de la magie. Quelqu'un d'autre voulait intervenir? Oui? Oui, je me demandais s'il y avait des feuilletons plutôt révolutionnaires et des feuilletons anti-révolutionnaires. Donc je pense qu'il y a des feuilletons plutôt conservateurs qui font la propagande du capitalisme, du style dans les années 80 de Reagan, Dynastie, j'en passe. Il y a d'autres feuilletons qui sont infiniment plus profonds. Je crois que c'était à l'époque du macartisme ou juste après, la 4e dimension avait au moins 4 ou 5 épisodes contre les dénonciations et ce genre de choses. Et d'autres épisodes, dont par exemple celui avec Denis Hopper, vous savez le regretté Denis Hopper, qui joue en néo-nazi. Donc je me demandais s'il n'y avait pas des feuilletons qui nous gavent justement pour nous bloquer, et d'autres au contraire qui seraient beaucoup plus progressistes, même si américains. On peut dire quelque chose à quelqu'un? Visiblement, vous avez... Quoi? Non? Non? Non, moi, je ne connais aucun feuilleton qu'on pourrait qualifier d'américain et de révolutionnaire, mais on avait déjà répondu tout à l'heure, tu avais déjà évoqué cette question-là. C'est compliqué et je ne vois pas très bien l'intérêt aussi pour Hollywood ou pour les producteurs d'arriver à... pour moi, ce serait jouer un petit peu, enfin, à leur façon, ce serait jouer un peu avec le feu, mais je n'en connais aucune où c'est explicite, où c'est vraiment... où ça sous-tend toutes les images, ça, je n'en connais pas d'autres. Il y a une série que j'aimerais bien parfois revenir qui n'est pas sur le but de la Révolution, mais qui, je crois, est au moins politique, c'était le Battlestar Galactica dans les années 2000, avec ce préquel Caprica, voilà. Mais je crois qu'on est plus là c'est plus une série sur la légitimité du pouvoir, pour moi, et d'autres choses. Hein. Et sur le fonctionnement d'une démocratie. Et sur le fonctionnement, et même sur la religiosité plus que la religion, puisqu'il y a le conflit des polythéistes et du monothéisme, qui est porté d'ailleurs par les Cylons, qui passent tout doucement d'une condition robotique à une condition d'androïde de chair. On est alors plutôt dans des récits progressistes, ouais. Plus que révolutionnaires en fait. Mais sur fond de chaos, puisqu'il n'y a plus qu'une colonie très stricte. Hollywood est très à droite, est-ce que c'est aussi eux qui produisent ces feuilletons télévisés, ou c'est tout à fait autre chose qu'Hollywood? Je ne sais pas si Hollywood est vraiment à droite. De quelle droite parle-t-on plutôt? On l'a vu souvent. Dans le film Chaplin, par exemple, à un moment donné, il y a un personnage de Chaplin qui commence qu'on peut laisser les nazis rentrer ici. Et il se dispute avec un nazi alors que c'est dans les années 30. Je crois que c'est vraiment pas nouveau. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a Tom Cruise et l'autre, Travolta, qui me semblent très à droite et qui en plus font partie de l'église de Scientologie, qui ne me paraît pas très progressiste non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. De côté, il y a eu un documentaire qui passait à la télé il y a quelques années sur le rapport très tendancieux entre l'armée, le Pentagone et Hollywood. Donc je crois que c'est vraiment... Oui, mais tu reviens de Denis Hopper tout à l'heure, mais Denis Hopper, même si dans ce qu'il racontait était parfois de gauche, mais il n'a jamais autant excellé que dans les rôles de vieux dictateurs, avec Hoffman tout à l'heure dans Land of the Dead. Dans 24 heures chrono, il joue encore un espèce d'ancien de la guerre yougoslave. Voilà, je crois que c'est un petit peu différent lorsqu'on se trouve dans les idées de quelqu'un et dans les rôles qu'il trouve ou qu'on lui propose ou qu'il accepte de jouer. Moi, je crois quand même qu'Hollywood, je vais prendre ça un peu à l'image des comics de la Marvel ou de DC, enfin surtout de la Marvel. Ils sont jamais à l'avant-garde, mais je crois qu'ils ont l'art d'humer le temps qui passe. Ils ont l'art quand même de s'imprégner de
enjeux de la société, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils pensent, et d'aller aussi chercher les gens. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire fonctionner le système. Hollywood, finalement, il y a énormément d'Américains, mais il y a, on parlait de Verhoeven, il n'est pas américain d'origine. Nolan, et pareil dans les acteurs, il n'y a jamais eu autant d'acteurs anglais dans le cinéma américain actuel, dans les séries actuelles. Bon, il y a aussi d'autres questions par rapport à leur capacité de maîtriser l'accent, mais c'est aussi cette capacité à devenir un cinéma vraiment qu'on a l'impression qu'il s'adresse à tout un chacun. Et je crois que de ce moment-là, il ne peut pas être fondamentalement ni marqué trop à droite ni trop à gauche. Il va viser l'extrême centre, si jamais ça existe. Ouais. C'est vrai que certains acteurs d'Hollywood très connus, comme Martin Sheen ou Vanessa Redgrave pendant les manifestations du Vietnam, ou Jane Fonda dont on a parlé, sont effectivement au crayon, ils sont très à gauche, c'est exact. Oui, et puis je ne sais pas si vous allez dire à Donald Trump que Hollywood est très à droite, il ne sera pas tout à fait d'accord. Et il faut voir aussi, je pense que c'est d'ailleurs une des forces de frappe immenses d'Hollywood et par rapport par exemple, au cinéma européen, cette possibilité de réaction par rapport à l'actualité, par rapport même à des problèmes graves qui se passent chez eux, d'une capacité de réaction qui est 1000 fois plus rapide qu'en France, par exemple. Enfin, des films sur l'Algérie, il n'y en a toujours pas eu des tonnes 40 ans plus tard. Bon, il faut voir le nombre, et qui d'ailleurs se plantent tous, mais dire le nombre de films qui sont déjà sortis sur l'Irak avec une vraie vision critique, politique, vraiment très très politique. Voilà, maintenant c'est que des films qui remettent en question le système. Je pense, je ne sais pas si tu parles en termes de gauche-droite, je pense que ce sont des liberals, ce qu'on considérait plutôt comme du centre-gauche chez nous, ou en tout cas du centre-droit. Voilà, mais en tout cas, la plupart des films qui arrivent ici, mis à part certains avec parce que je pense que c'est traditionnel chez eux, un certain relent patriotique qui est parfois fort dérangeant, je pense pour un Européen, mais qui pour eux c'est dans la force des choses. Et encore, j'ai l'impression que les films les plus patriotiques sont ceux de Roland Emmerich, qui est allemand à la base. Donc, mais voilà, je ne sais pas si l'on est vraiment dans une droite-gauche. Je pense qu'il y a toute une série de codes culturels là-bas qui sont peut-être, qui sont analysés politiquement ici. Voilà, ce sont des patriotes. C'est quelque chose qui fait beaucoup moins partie, je pense, de la mentalité européenne, et donc ça peut heurter, mais je ne pense pas qu'on puisse le mettre là-dedans. Dans gauche ou droite, et c'est qu'a priori, je dirais, si on doit vraiment rester dans cet axe gauche-droite, que la plupart des films qui arrivent ici en Europe d'Hollywood sont plutôt, souvent, avec des messages relativement progressistes. D'ailleurs, les films, je pense que des films réellement réactionnaires, directement, on va les pointer comme étant réactionnaires, même par la presse cinématographique, mais on va être pointés tels quels. J'essaie de me rappeler c'est justement un des rares films qui abordait le conflit en Irak sous justement un angle très patriotique. Pas le Eastwood. Pardon, c'était pas le Eastwood, c'était un film avec. Moi, celui-là, je l'ai trouvé assez. Je n'ai pas le Sniper, je ne l'ai pas vu. Alors, peut-être qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là. Mais souvent, ils sont pointés comme tels. Ils sont pointés comme des films alors réactionnaires en Europe. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit la majorité des films qui arrivent ici. Je pense de toute façon tous les films américains n'arrivent pas ici. Non, et puis pour revenir au bif, quand même un excellent film sur les conséquences du Vietnam, c'est quand même l'échelle de Jacob. Puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une industrie, donc les tendances que nous on croit percevoir, elles ne sont pas forcément politiques ou même patriotiques, elles sont juste, comment dirais-je, impliquées par le fait que tel genre de film a bien marché, donc on exploite à ce moment-là. Et ce qui nous arrive, c'est finalement, on le voit nous de manière un peu déformée. C'est l'idéologie du box-office. On avait évoqué un film lors de la petite discussion qu'on a eue en préparant ce moment. C'était tout le Roland avec Clooney en disant que ça c'était peut-être le modèle du film qui représente un avenir positif. Non ? Si, mais en l'occurrence, on est de nouveau dans le récit, je dirais, libéral progressiste, c'est-à-dire avec de la raison, avec la rencontre de la raison, la bonne volonté, le progrès scientifique, l'ouverture à l'autre, la tolérance. En fait, on a fait une série de valeurs dont Hollywood aime bien se targuer et qu'elle souhaite promouvoir.
dans pas mal de ses films, alors il est possible de construire un monde futur, oui, en effet. C'était un peu, enfin là, Tomorrowland, c'est un peu le triomphe de l'Amérique positive des années 50. Mais dire qu'il inclut, c'est pour ça que c'est moi que je pense qu'il avait cité le film en disant que c'était intéressant parce que ça demandait une espèce de. Ce que proposait le film, c'est les révolutions mentales, c'était de voir les choses positivement plutôt que de toujours les voir de manière par le mal, de manière négative. Et cette révolution mentale me semble être très très présente dans un film comme The Arrival, où en fait on dit changez votre manière de voir les choses, et c'est peut-être aussi comme ça que des choses positives vont